Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avant de recevoir notre invité François Kersaudy, je reçois mon partenaire du jour, Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Journaliste au Figaro Magazine et on se tourne tous les deux vers notre invité. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour François Kersaudy. Bonjour, je vous entends pas bien. Attendez. Alors, on va régler ça. En attendant, je vais vous présenter François Kersaudy. Vous êtes spécialiste d'histoire, diplomatique, militaire, un grand biographe, notamment de Winston Churchill, du général de Gaulle ou encore de Göring. Vous dirigez également la collection Maîtres de guerre chez Perrin et publiez ce très bel ouvrage Stalingrad, le tournant de la guerre aux éditions Perrin. Un livre pédagogique avec une très très belle iconographie, des cartes, des affiches de propagande, des photos de l'époque, voilà, que je recommande à tous pour ceux qui voudraient remettre à plat cette période de l'histoire. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, François Kersaudy, puisque je le rappelle, en plus, nous sommes au 80e anniversaire de cette bataille de Stalingrad. Stalingrad, un tournant stratégique majeur dans la Seconde Guerre mondiale, évidemment, vous le rappelez dans votre livre, surtout la première défaite importante de l'armée allemande sur le front de l'Est. Une bataille aussi qui a marqué les mémoires, alors pour plusieurs raisons, pour l'ampleur des moyens déployés, les destructions, le nombre de victimes civiles, militaires, les conditions hivernales absolument atroces, la férocité des combats urbains qui n'ont pas épargné les civils, et évidemment, le renversement des équilibres entre les forces de l'Axe et des Alliés. Alors, il est particulièrement important, je pense, aujourd'hui, grâce à vous, François Kersaudy, on est vraiment très heureux de vous recevoir, de pouvoir faire ce rappel historique à une époque où c'est vrai que l'histoire est facilement revisitée d'une part et de l'autre d'ailleurs des lignes de front de l'Est, où on a tendance à oublier qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, tous les vainqueurs, et de l'autre côté où on tente de faire revivre certaines propagandes de l'époque et de les faire revivre du côté de l'Est. Alors François Kersaudy, pour vous c'était également important de remettre la bataille de Stalingrad au goût du jour? Oui, bien sûr. Il n'y a pas tellement de batailles qui durent 6 mois. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, en dehors de Guadalcanal dans le Pacifique, qui a été un petit peu une guerre d'attrition, une bataille de 6 mois, il n'y en a pas d'autres. Et comme vous l'avez dit très justement, c'est aussi un sommet dans les opérations, ça culmine, ça marque le plus loin de l'avancée allemande. À l'Est, il n'y en aura plus après. Après, les Allemands seront toujours sur la défensive. Il y aura quelques contre-attaques, mais enfin, ils ne pourront plus avancer. Et donc, c'est de toute évidence un coup d'arrêt. C'est un coup de propagande assez remarquable. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la première grande défaite. Il y en a déjà eu une, bien sûr, quand les Allemands ont été obligés de se retirer en novembre-décembre 1941, devant Moscou, mais on pouvait toujours dire qu'ils se retiraient, repliés en bon ordre. Sur des positions préparées à l'avance, comme on dit dans ces cas-là. Et donc, ça n'a pas été vécu vraiment comme une défaite, un contretemps, sans plus. Et là, c'est à l'évidence une défaite, à la fois parce que les Allemands doivent abandonner le terrain au bout de 6 mois, et surtout parce qu'ils ont été encerclés et qu'on en a capturé près de 50 000. Et comme les Soviétiques sont maîtres en matière de propagande, eh bien, la reddition a été filmée. Et ça a fait le tour du monde. Et on voit ces cohortes de soldats misérables et en très mauvais état
qui s'en vont en masse vers les camps de l'Est. Donc ça a fait une énorme impression. Surtout que ces images sont arrivées d'un seul coup, c'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Avant, en fait, finalement, le camp de l'Axe restait très discret sur les pertes qui se jouaient sur le front de l'Est. Et puis d'un seul coup, les images ont provoqué cet effet choc, on va dire, le choc des images, encore une fois, sur les pertes considérables qui avaient lieu à ce moment-là du côté sur le front de l'Est. Oui, ça a été d'autant plus violent, effectivement, que jusque-là, la propagande allemande se gardait de faire état des pertes et présentait même ça comme une victoire. Hitler n'a pas cessé de le dire pendant des mois. Nous tenons les 9/10 de la ville, 95%, etc. Ce qui d'ailleurs était vrai. Sauf que il le tenait, mais il ne pouvait rien en faire. Alors, c'est ce qui amène d'ailleurs à la configuration de la chose. C'est aussi la première fois que les Allemands s'attaquent à l'intérieur d'une ville. Vous voyez, dans toutes les opérations précédentes, sur le front de l'Est, on contournait les villes, on cernait les villes se rendaient, et les batailles se faisaient en race campagne. Et la Wehrmacht était équipée pour cela. Mais jamais jusque-là, on ne s'était battu pendant aussi longtemps à l'intérieur d'une ville. Et en l'occurrence, à l'intérieur d'une ville en ruine, parce que dès le départ, dès le mois d'août, ils ont rasé la ville. Et une ville, comme on le voit d'ailleurs maintenant, sur la couverture, on voit bien, oui. Une ville en ruine est beaucoup plus facile à tenir qu'une ville intacte. Et c'est ce qui s'est produit. Et évidemment, les chars allemands n'étaient pas faits pour ça. Et les Allemands eux-mêmes n'avaient aucune expérience du combat urbain. Alors vous me direz, les Soviétiques non plus, mais ils se sont adaptés. Ils sont accrochés aux ruines. Et il se trouve qu'il y avait 3 énormes usines le long de la Volga. Et ce sont ces usines-là qui, en ruine également d'ailleurs, qui leur ont donné énormément de fil à retordre. Ils avaient pris toute la ville, sauf les usines adossées à la Volga. Et c'est là que l'essentiel des combats s'est déroulé. Jean-Louis Tremblay. Oui, je suis tout à fait d'accord avec François Kersaudy, évidemment. C'est la première fois que les deux armées se confrontent sur un terrain urbain. Donc, on a l'apparition de cette nouvelle forme de combat et notamment d'un acteur jusque-là presque inconnu, le tireur de précision ou tireur d'élite, qui va jouer un grand rôle pendant toute la durée de cette bataille. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, Stalingrad, tournant stratégique, je dirais aussi tournant symbolique. Pourquoi ? Et pourquoi, il faut comprendre aussi pourquoi des deux côtés, que ce soit du côté de Staline ou du côté de Hitler, on tenait absolument à prendre Stalingrad. Alors, côté soviétique, il existait un musée juste avant la bataille qui rappelait que cette ville avait été défendue par le camarade Staline en 1919 pendant la guerre des Rouges contre les Blancs, pendant la guerre civile. Donc, importance déjà, donc le symbole. Deuxièmement, c'est une ville qui abritait, vous l'avez dit, 3 grosses usines. Usine des tracteurs, usine Octobre Rouge, usine des barricades, et qu'elle produisait, alors effectivement au départ, d'où usine tracteurs, des machines agricoles, mais très rapidement, avec l'économie de guerre, on a produit des blindés. Donc c'était assez important. Et puis, troisième point, c'était Stalingrad, et comme son nom l'indique du reste, baptisé du nom de Staline, était la vitrine modèle du socialisme soviétique. Donc la cité modèle, voilà, les ouvriers joyeux, on voit les films de propagande de l'époque, voilà, avant la bataille évidemment. Voilà, le quatrième point sur lequel je voulais, c'est aussi la porte sur l'Asie. C'est-à-dire que les officiers allemands et les combattants allemands qui sont arrivés jusqu'à la Volga, regardaient au-delà, ils se disaient, voilà, là, ce sont les steppes, et on va vers l'Asie. Et donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du concept d'Eurasie,
quand on parle de la Russie. Et je pense que c'est assez important, notamment parce que les troupes fraîches qui seront amenées sur le front à Stalingrad, côté soviétique, sont recrutées dans les républiques d'Asie centrale et dans ces steppes, justement, Kazakh, Kalmouk, etc. Voilà pour l'aspect symbolique de la chose. Et d'ailleurs, je vais rajouter une question à la remarque de Jean-Louis Tremblay concernant cette volonté d'aller vers le sud et de passer par Stalingrad. Finalement, on se dit pourquoi cette recherche de l'Asie, pourquoi cette recherche du Caucase d'Hitler. Le pétrole. C'était le pétrole, mais en fait, on comprend quand même que Staline y avait pensé également et aurait pu faire brûler les puits de pétrole. Donc, est-ce que c'est pas justement le début d'une erreur stratégique? C'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre, François Kersaudy. Finalement, cette guerre et ce renversement de situation, des équilibres, repose aussi sur des erreurs assez importantes de stratégie. Oui, en fait, on arrive à Stalingrad à la suite d'une erreur stratégique dans chaque camp. Oui. Erreur stratégique de la part de Staline, après avoir repoussé les Allemands de Moscou, il s'est pris pour un grand stratège et il a voulu attaquer partout à la fois. Et évidemment, en attaquant partout à la fois sans en avoir les moyens, il n'a pu percer nulle part. Et donc, ça vous a donné, sur l'ensemble du front, vraiment de la mer Noire à la mer Blanche, ça vous a donné des lignes en dents de scie, avec ce qu'on appelait des balcons, c'est-à-dire des lignes pratiquement totalement imbriquées, où les deux armées étaient à l'arrêt. De l'autre côté, du côté d'Hitler, également grosse erreur stratégique, son offensive d'été, il voulait la diriger dans un premier temps vers le Caucase et dans un deuxième temps vers l'Est. Alors le Caucase pour les puits de pétrole, évidemment, et l'Est pour assurer ses positions pendant qu'il descend au sud vers le Caucase. Et c'est seulement à la fin de juillet, au début d'août, que voyant que les choses se passent bien et que les soviétiques ont fait retraite, eh bien, il prend une décision aberrante qui effraie d'ailleurs ses généraux, c'est de pousser des deux côtés en même temps. C'est-à-dire que ces deux armées vont se retrouver sur des fronts opposés, séparés par des centaines de kilomètres de champs, de steppes et de montagnes. Et évidemment, stratégiquement, c'est un non-sens. Et c'est cela qui va l'amener à Stalingrad. Alors, évidemment, on comprend bien l'intérêt de la ville en tant que telle parce que elle est sur la Volga et elle coupe pratiquement les lignes de communication fluviales des soviétiques entre Astrakhan sur la mer Caspienne et Saratov, donc qui est pratiquement à mi-chemin de Moscou. Donc ça a un intérêt. Sauf que c'est la région qui a un intérêt, c'est pas la ville. Simplement, Hitler s'obstine parce que c'était dans sa nature. La ville s'appelle Stalingrad, donc il y a un symbole là-dedans. Hitler est très attaché au symbole, à la propagande, etc. Donc, ce qu'en d'autres temps il aurait contourné, les généraux allemands et les maréchaux en 1941 étaient tout à fait aptes à faire des gigantesques contournements, ce qui leur permettait de faire des centaines de milliers de prisonniers, mais ils ne s'attardaient pas dans les villes, ils contournaient les villes. Et bien là, les ordres d'Hitler, parce qu'Hitler donne ses ordres directement, ne laisse aucune initiative à ses généraux, en l'occurrence le général Paulus, son ordre, les ordres sont de prendre la ville. La ville est écrasée. On entre dans la ville,
Et puis là, eh bien, on se laisse embourber pratiquement dans des combats urbains. Les chars dans des rues détruites, ça ne sert à rien. Ils se font écraser les uns après les autres. Et en plus, même quand les Allemands sont maîtres des 9/10 de la ville, ils ne sont pas maîtres des égouts. Et dans des positions qu'ils croyaient avoir occupées, ils retrouvent des escouades de petits groupes soviétiques armés à la fois de mitraillettes et de lance-flammes qui font des dégâts et qui après s'évanouissent dans les égouts. Donc c'est très démoralisant pour les Allemands. Et l'aviation, en plus, l'aviation allemande écrase tout, donc ça gêne encore plus la progression. Et il y a une très mauvaise coordination entre l'aviation, l'infanterie et l'artillerie. Et donc, ça aussi, ça pose un très gros problème. D'ailleurs, c'est un problème qu'on retrouve. Pourquoi en gros, parce que le maréchal Göring conduit, ou plutôt ne conduit pas ces opérations, et qu'il faut lui demander la permission à chaque fois qu'on voudrait que l'aviation fasse quelque chose. Il est souvent ailleurs, il s'intéresse très peu à la question, et donc la coordination est très mauvaise. Ajoutez à ça que il y a dans les contrepentes de l'autre rive de la Volga une énorme artillerie soviétique qui n'arrête pas de pilonner les positions allemandes, et celle-là, curieusement, échappe à l'attention de l'aviation allemande. Et par conséquent, c'est pour cela, d'ailleurs, en grande partie, que les 3 usines que vous avez mentionnées ne tomberont pas, parce qu'elles ont un appui massif de l'artillerie soviétique tirant de l'autre côté de la Volga. Jean-Louis Tremblay. Oui, il faut rappeler également les conditions effroyables de cette bataille. Vous l'avez dit, François Kersaudy, elle a été très longue. Elle s'est déroulée, alors effectivement, au début, été-automne, mais essentiellement pendant l'hiver, un hiver terrible, l'hiver russe. Février 43. Février 43, pour la chute, pour la capitulation du Feldmaréchal Paulus, avec des températures à -30. La chaîne logistique, vous l'avez abordé aussi, ce point, c'est-à-dire l'assurance donnée par Göring à Hitler, qui n'a jamais été respectée, d'approvisionner les troupes qui sont encerclées à Stalingrad, effectivement. Donc on se retrouve avec des soldats qui crèvent de faim, et il y a des scènes absolument épouvantables qui sont décrites notamment dans un livre témoignage que je recommande, qui est Heinrich Gerlach, qui s'appelle Éclair lointain, qui fut, lui, un combattant de Stalingrad. On peut aussi se reporter au souvenir de Vassili Grossman, évidemment, Vie et Destin, côté armée rouge, de ce côté-là. Donc il y a tout ça, et l'équipement qui n'est pas prévu pour tenir un siège hivernal, puisque les combats commencent en juillet 42. En face, on a une armée rouge qui ne lésine pas sur la chair à canon, disons-le. C'est-à-dire que déjà, les forces en présence, c'est du rapport de... C'est 200 000 côté... enfin, à la fin, ce seront 200 000 tués côté allemand et 500 000 à peu près côté soviétique. Donc on voit à peu près le rapport. Et d'ailleurs, les pertes, au final, même si c'est l'armée rouge elles sont bien plus importantes sans compter, il faut intégrer aussi les pertes des forces de l'Axe qui sont alliées au Reich à l'époque, c'est-à-dire que sont engagés à Stalingrad les Roumains, qui sont d'ailleurs faits prisonniers les premiers, mais aussi des Italiens, et des Hongrois, des Croates. Donc c'est aussi un signal envoyé par l'Union soviétique aux forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Europe nouvelle, ça marche pas. Regardez ce qui se passe, vous suivez Hitler, voilà ce qui arrive. C'est très fort Stalingrad. Et je vais juste redonner les chiffres de François Kersaudy dans son livre. L'Axe a perdu en 6 mois, entre le Don et Volga, quelques 760 000 hommes tués, blessés, disparus ou faits prisonniers, dont un maréchal et 22 généraux, 2500 officiers de tout grade. Et puis l'armée rouge, elle, a perdu 1,8 million de soldats, marins, aviateurs. Voilà. Mais on sait que de toute façon, depuis le début, ces réserves en hommes étaient bien plus importantes. Oui, François Kersaudy. On a bien dit entre Don et Volga, parce qu'il faut
voir que la bataille de Stalingrad, c'est pas entièrement à Stalingrad. C'est le génie, si j'ose dire, à la fois de Zhukov et de Vassilievski, qui sont les grands planificateurs de cette bataille, ça a été de ne pas contre-attaquer à Stalingrad même, mais de contre-attaquer très, très à l'ouest, très à l'ouest, pratiquement à mi-chemin de Voronezh. Donc vous êtes très, très à l'ouest de Stalingrad. Ouais, et donc, c'est un gigantesque mouvement enveloppant, et ça explique les pertes gigantesques des deux côtés. C'est que la bataille se livre dès le départ dans des coins comme Morozovsk ou Kletskaya qui sont très très loin à l'ouest. Et ça, ce n'était pas du tout prévu par les Allemands. Et il y a une raison à cela, c'est que les Soviétiques sont extrêmement bien informés des faiblesses de l'armée allemande. Et les principales faiblesses, c'est justement dans l'approvisionnement. Et le coup de génie, effectivement, des planificateurs du côté soviétique, c'est d'avoir vu qu'un grand mouvement enveloppant qui fonderait sur les lignes d'approvisionnement mal gardées par à la fois des Roumains, des Italiens et des Croates extrêmement mal équipés, ils seraient vulnérables et on pourrait commencer un grand enveloppement à l'Est. Quand ces deux généraux, Vassilievski et Zhukov, présentent à Staline au mois de septembre leur plan pour résoudre le problème, c'est on peut dire, puisque en septembre, quand même, les Soviétiques, et en octobre, d'ailleurs, sont en mauvaise position à Stalingrad. Eh bien, le plan qui est présenté, qui est un gigantesque mouvement enveloppant, sud-est, nord-ouest pratiquement, eh bien, Staline, au début, dit c'est gigantesque, est-ce qu'on a les moyens de faire une chose pareille? Et ces généraux lui répondent pour l'instant, on ne les a pas, mais dans un mois et demi, on les aura. Et à ce moment-là, évidemment, les Allemands vont être pris totalement par surprise. Ils s'attendent à une contre-attaque à Stalingrad même, mais certainement pas aussi loin à l'ouest. Et c'est ça qui va, ce gigantesque renverser, et qui va effectivement changer le cours. À quoi il faut voir aussi que du côté de la direction suprême, au départ, vous aviez à peu près la même chose, c'est-à-dire le chef ordonnait et les généraux, les maréchaux exécutaient. Et on ne discutait pas. Simplement, les deux chefs n'ont aucune compétence stratégique et évidemment, ils font de grosses erreurs. À partir de l'automne de 1942, Staline, lui, change. Il a compris que ses inspirations géniales, souvent, ça se terminait par des catastrophes. Donc, il a une autre approche. Et son approche, c'est il convoque ses généraux et il leur dit vous avez 24 heures, 48 heures pour m'apporter votre plan, votre solution et je jugerai. Et évidemment, c'est mieux. Comme système, c'est mieux parce que les généraux en question, ce sont des professionnels. Donc citons Zhukov, Vassilievski, et vous dites d'ailleurs que c'est à partir de ce moment-là que ces généraux sont promus. Alors, ils vont être promus après Stalingrad, effectivement, maréchaux, tous les deux. D'ailleurs, Staline, 3 semaines après, va se promouvoir lui-même, parce que, bon, il a une assez belle appréciation de ses propres mérites. Mais c'est comme ça qu'il va fonctionner. C'est-à-dire, soumettez-moi votre plan et je vous dirai si je trouve ça bien ou pas. Hitler, c'est pas ça. Hitler, c'est j'ai une idée géniale, mettez en œuvre. Et je n'admets aucune contestation. Vous voyez, c'est deux choses différentes. L'autre chose, évidemment, c'est que dans les deux cas, les pertes n'entrent pas en ligne de compte.
Hein, et donc, on pousse les soldats. S'ils veulent déserter, ben, on les tue, hein, tout simplement. C'est-à-dire, il y a énormément du côté soviétique. Vous avez, on ne sait même pas combien, mais au moins entre 30 et 40 000 qui ont été exécutés pour avoir voulu faire retraite ou déserter. Hein, c'est gigantesque. Et ça, vous l'expliquez très bien, François Kersaudy, dans votre livre, le fait que finalement, ces conditions de front, avec le fait que de toute façon, toute reddition était impossible, eh bien, a joué énormément des deux côtés d'ailleurs, des Alliés et de l'Axe. Mais on continue d'en parler. Il faut ajouter une chose, c'est que du côté d'Hitler, et ce sera le cas pendant toute la guerre, on ne fait jamais retraite. Oui, hein, oui. Il n'y a aucune élasticité, hein, il n'y a aucune souplesse là-dedans. Et évidemment, jusqu'au dernier moment, à la fois Paulus et le chef d'état-major d'Hitler recommandent un retrait rapide, hein, à partir du mois de novembre. La position n'est pas tenable, il va y avoir le froid, on va être cerné, on n'a plus les moyens d'approvisionnement, et il faut faire retraite. Et Hitler refuse. Jusqu'au bout, Hitler refusera. Il dit non, il faut se battre dans la forteresse de Stalingrad. La forteresse, c'est totalement imaginaire, mais Hitler est un homme du 19e siècle. Hein, et donc, sa stratégie est aussi une stratégie du 19e siècle. François Kersaudy, on va continuer d'en parler avec plaisir avec vous et autour de ce livre Stalingrad aux éditions Perrin. On fait un rapide point sur les informations et on reparle de cette propagande. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours très heureux de discuter avec François Kersaudy de Stalingrad, la bataille de Stalingrad, le tournant de la guerre. C'est le titre aussi de son livre aux éditions Perrin. François Kersaudy, grand spécialiste, grand historien, spécialiste d'histoire diplomatique et militaire, le biographe notamment du maréchal Göring. Là, c'est quand même la seule biographie française du maréchal Göring, mais également des ouvrages très importants, fondamentaux sur Winston Churchill ou le général de Gaulle. Et puis, François Kersaudy dirige chez Perrin la collection Maître de guerre. Et donc aujourd'hui, justement, on parle de cette guerre de Stalingrad. Hein. On n'a peut-être pas rappelé les dates, d'ailleurs, du 11 juillet 1942 au 2 février 1943. En tout cas, je rappelais tout à l'heure qu'on est au 80e anniversaire de la fin de la bataille de Stalingrad, que nous fêtons donc ce mois-ci. Et Jean-Louis Tremblay est toujours avec nous, journaliste au Figaro Magazine. Jean-Louis Tremblay, vous souhaitiez poser une question concernant la propagande de guerre également. Oui, je voudrais d'abord souligner la guerre des propagandes dans la bataille de Stalingrad, c'est-à-dire, puisque nous avons là deux régimes totalitaires qui s'affrontent, et il y a le savoir-faire et le faire savoir, dans les deux cas. Côté allemand, c'est simple, au début, c'est la chevauchée de Valkyrie au bulletin d'information, et à partir de novembre, c'est écran noir, il n'y a plus d'images, parce que de novembre à février, ce sera une longue et lente dégringolade. Et côté russe, c'est un peu soviétique plus exactement, c'est le contraire, c'est-à-dire que à partir du moment où les armées russes font leur jonction, il y a une reconstitution. Cette jonction, elle s'effectue de nuit, donc on ne peut pas la filmer, à l'époque en tout cas, mais il y a une reconstitution, tout ça. Alors on voit des soldats russes qui s'embrassent sur la bouche, qui se serrent dans les bras, etc. Tout ça est reconstitué, donc c'est du faux. Voilà, c'est du faux complet, comme les Russes l'ont fait, comme ils le feront plus tard quand ils seront avec leurs alliés Viet Minh après la bataille de Dien Bien Phu, qui était entièrement reconstituée, parce que les Viet Minh n'ont pas filmé de leur côté, mais c'était reconstitué par des Russes, par des Soviétiques. Donc il y a cette dimension, et c'est là où je voudrais poser la question à François Kersaudy, parce que il faut tirer les enseignements de l'histoire, et il me semble qu'actuellement, au moment où on parle de l'envoi de chars léopards allemands dans les plaines d'Ukraine, et qu'on voit ce qui se passe depuis un an dans le Donbass et ailleurs, il y a cette dimension de guerre de propagande. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dangereux, d'abord, de la part de l'Allemagne, d'envoyer des chars sur le front de l'Est, si on peut dire. Et en plus, je crois que les chars, à l'époque, s'appelaient les chars tigres, c'est ça ? C'est les tigres, et maintenant c'est les léopards. Bon, alors c'est un petit... oui, dans les deux cas, ce sont des félins. Bon, il y en a un qui était plus puissant que l'autre, mais bon, toujours est-il que... est-ce que c'est pas un peu malvenu ? Les panthères aussi. Les panthères, voilà. Les panthères, tigres et léopards. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est donné matière un petit peu facile à Vladimir Poutine, finalement, d'exploiter un petit peu tout ça ?
Et est-ce que la guerre des propagandes actuelles dans le conflit depuis un an ne vous apparaît pas, par certains points, similaires? C'est-à-dire que ce qu'on voit, comme souvent dans les démocraties, et de l'autre côté dans les dictatures, c'est que dans les dictatures, ce qui règne, c'est le secret, alors que dans les démocraties, on est extrêmement bavard. Après tout, vous pouvez lire dans vos journaux, vous pouvez entendre à la radio combien les Français ont de chars, combien ils ont de Mirage, combien les Allemands n'ont pas assez, que les Américains pourraient fournir tant de chars, de canons, d'avions, leurs réserves, leurs problèmes d'intendance, tout ça s'étale dans les journaux, et évidemment, ça facilite un petit peu le travail des dictateurs. Hein. On est évidemment trop bavard. On fait des comptes rendus des réunions de l'OTAN. Voilà, on dit ce qu'on a, ce qu'on peut fournir. C'est tout juste si on dit pas quand et où on va les fournir, juste pour pouvoir donner un petit peu des cibles à l'artillerie ennemie. C'est quand même très curieux cette guerre publique du côté des démocraties, alors que de l'autre côté, c'est le secret le plus absolu. Combien est-ce que les Russes ont encore de chars, de canons, de missiles, etc. Vous n'en savez rien du tout. Alors nous aussi, on bavarde sur ce qu'ils ont, mais en fait, on n'en sait rien. Et donc, c'est la glasnost à l'occidentale. Hein. On est transparent. Ben, vous tenez, voilà, on a tant de chars, voilà ce qu'on peut fournir, voilà quand on va le fournir, voilà où on va le fournir. C'est quand même très étonnant, cette publicité d'un côté et ce secret de l'autre. La grande chance, si vous voulez, des forces anti-Poutine, c'est que les Ukrainiens ont été formés à l'école soviétique et eux, ils ne disent rien. Hein, et par conséquent, ça facilite pas le travail des Russes. Mais combien ils ont de pertes, combien ils ont de chars, où ils sont, comment ils peuvent les mettre en œuvre, etc., vous ne saurez rien. Pourquoi? Parce que effectivement, leurs généraux, ils ont une formation et leurs spécialistes du renseignement, ils ont des formations tout à fait soviétiques. Et donc, ils savent que le premier impératif, c'est le secret. Hein, c'est pas la transparence. En guerre, la transparence, c'est très mauvais. Hein. En temps de paix, c'est louable, hein, glasnost, etc., tout ce que vous voulez. Hein, mais dans des opérations militaires, c'est catastrophique. Donc ça, on s'en est pas encore rendu compte. Et de toute évidence, on s'étale beaucoup trop. Hein. Vous avez des chefs du service de renseignement qui font des conférences publiques, voilà, c'est tout juste s'il n'y a pas leur nom dans l'annuaire. Chez les Russes comme chez les Ukrainiens, d'ailleurs, ça n'est pas pensable. Hein. On sait que, comme disait Churchill, en temps de guerre, la vérité doit être protégée par un rempart de mensonges et de secrets. Hein, sinon, évidemment, on est affreusement vulnérable. Donc voilà, c'est une première chose dans laquelle il faut absolument tenir compte. Du côté de la propagande, alors pour revenir à Stalingrad, du côté de la propagande, vous avez effectivement une très grande maîtrise de la propagande pour exploiter sur le terrain, mais vous avez surtout une extraordinaire maîtrise de la part de Staline sur la façon de tirer parti de sa victoire. Parce que quand il a gagné à Stalingrad, il reste quand même extrêmement vulnérable. Il faut voir que, par exemple, l'armée soviétique est encore, comme l'armée allemande d'ailleurs, est hypomobile. Hein, ils marchent avec des chevaux. Hein, et donc, pour des contre-offensives, évidemment, c'est quand même très, très difficile. Hein, surtout des chevaux par moins 40, vous savez, ils ont du mal à résister, ce qui est logique. Et par conséquent, Staline n'est pas du tout en bonne position, même après Stalingrad, pour attaquer. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que une fois de plus, il va faire la même bêtise qu'au début de 42, c'est-à-dire qu'il va vouloir attaquer partout à la fois et il va s'exposer à une contre-attaque en avril, en mars et en avril, contre-attaque de von Manstein, et il va
les Soviétiques vont encore subir de gros revers et de grosses pertes. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore les moyens logistiques de faire des attaques correctes. Et pourquoi ? Justement parce que, chose extraordinaire, ces Soviétiques qui produisent des tanks extrêmement performants n'ont jamais été capables, depuis les années 20, de produire un camion qui tienne la route. Les camions sont lamentables. Même les pneus, tout ça est lamentable. Et donc, c'est totalement inadapté aux routes ou ce qui en tient lieu en Russie. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est que ils sont vulnérables et ils attendent le renfort de la logistique américaine. Et c'est ça qui va se produire. Au printemps de 1943, ils vont recevoir des dizaines de milliers et des centaines de milliers de jeeps, des dizaines de milliers de gros camions, Chrysler, Studebaker, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux, et des tracteurs de chars, une quantité invraisemblable de matières premières aussi. Et tout ça va faire que la logistique, qui était vraiment le point faible des Soviétiques, comme des Allemands d'ailleurs, va devenir leur point fort grâce à ce renfort américain. Et pour l'obtenir, Staline va exploiter à fond cette victoire de Stalingrad. Et les Soviétiques, qui étaient l'allié le plus faible avant Stalingrad, vont devenir l'allié majeur à partir de Téhéran. Staline va non seulement exploiter sa position pour dominer sa rencontre avec Churchill et Roosevelt à Téhéran, et en plus, là encore, lui va être le maître du secret, et on revient sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que lui cache tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il veut faire, il le cache à ses alliés, en plus de le cacher aux Allemands, bien entendu, alors qu'il sait tout ce que font à la fois les Allemands et les Alliés. Les Allemands, parce qu'il a des espions au sein de la Wehrmacht, c'est le fameux orchestre rouge, et l'orchestre noir aussi d'ailleurs. Et donc il est prévenu à l'avance de ce que veulent faire les Allemands, parce qu'en plus il a aussi ses espions à Londres, qui lui font part de toutes les interceptions anglaises sur les communications allemandes. Et en plus de tout ça, à Téhéran, donc en novembre 1943, il a mis des micros partout et il sait très exactement ce que mijotent ses alliés anglais et américains. Donc, vous voyez, c'est à la fois le maître de la propagande, mais c'est aussi le maître du secret, et c'est aussi le maître de l'espionnage. Et donc, il va à tous égards dominer cette première conférence, comme il dominera aussi en 1944 Yalta, en 1945 Yalta, et ensuite un petit peu moins d'ailleurs Potsdam. Mais vous voyez, là il y a ce génie manœuvrier, si vous voulez, de Staline, qui sait exploiter les faiblesses de ses alliés, à la fois Churchill et Roosevelt, qui ont l'inconvénient d'être imprudents, d'être extrêmement bavards, de ne pas savoir où ils vont, et de tenir compte de leurs opinions publiques, alors qu'évidemment, Staline n'en a strictement rien à faire de son opinion publique. Donc, il y a une disproportion, et il y a effectivement un génie qui est à la fois un génie maléfique, mais qui, en temps de guerre, est un génie très efficace de Staline. François Kersaudy, j'ai une dernière question pour finir. Sur le traitement, finalement, de cette mémoire de Stalingrad, aujourd'hui, par d'ailleurs les différents alliés. On a
du côté de l'Occident, on va dire, les Américains, les Européens. Aujourd'hui, petit à petit, le vainqueur, les Russes, l'URSS, comme participants à la victoire des Alliés, sont peu à peu exclus des manuels scolaires, d'ailleurs exclus également des mémoires commémoratives. On l'a vu en 2019 du débarquement. Je ne parle même pas de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, parce que là, à la rigueur, on est dans un temps de tension en ce moment avec la Russie. Et puis de l'autre côté russe, la Russie qui se dit héritière de l'URSS, qui aujourd'hui parle d'une lutte contre les nazis sur un terrain, aujourd'hui l'Ukraine, qui se déroule. On sait qu'il y a des combats, il y a eu des combats près de Kharkov. Or, Stalingrad se passe près de Kharkov. On a parlé des chars allemands. On a l'impression que chacun utilise en fait sa mémoire, mais tire seulement une partie de la couverture de l'histoire, seulement celle qui l'intéresse. Bien entendu, mais vous avez tout à fait résumé la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Utiliser cet événement précédent en le tordant un petit peu pour qu'il coïncide avec sa propre propagande. Les Ukrainiens sont au milieu de tout ça, alors que à Stalingrad, eh bien, il y avait parmi les troupes, évidemment, il y avait une quantité considérable d'Ukrainiens, justement, à la fois au niveau du terrain et à la fois au niveau des généraux sur place. Et même au niveau de l'état-major de Staline, beaucoup d'Ukrainiens aussi dans son état-major. Donc, vous voyez, Stalingrad, c'est pas une victoire russe, c'est une victoire de tous les peuples de l'Union soviétique. Eh bien, merci beaucoup François Kersaudy. Je rappelle le titre de votre livre Stalingrad, le tournant de la guerre, aux éditions Perrin, et merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.